Bravo, Toiti. T'es nul. Mais t'es extraordinaire dans ta nullité. Capsules, Voilà. c'est les capsules que Oui, vous... capsules, parce que moi je voyais les capsules dans l'espace, quoi. Mais vous êtes un peu perché, sinon. Voilà. Merci, merci. Bienvenue dans ce nouvel entretien du Média en 4K2, dans un changement de décor aujourd'hui. Et puis en plus, je dois dire que je suis en bonne compagnie. Alors vous le voyez déjà, notre invité à l'écran, il s'agit de Pierre Jovanovic. Bonjour, Kate. Bonjour Pierre, merci de nous accueillir chez vous. Alors je dis que je suis en charmante compagnie, oui la vôtre, mais j'ai Iris aussi sur mes genoux. Absolument. Donc on va faire... Elle vous adore, je confirme. Chaque fois que vous êtes venu, elle vous parle, elle se met sur vos genoux, etc. Eh ben, je vais faire l'interview avec elle, voilà, c'est voilà. ce qui va se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que ça me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on est venu chez vous, parce que vous nous avez accueillis il y a 4 ans déjà. C'était en 2021, et on était venus pour parler du livre de Philippe Aymar, Covid-19, enquête sur un virus. Absolument. Le temps passe vite, hein. Et il avait raison. Et il a eu raison bien avant toute la presse anglo-saxonne, vous avez vu. Parce que maintenant, depuis toutes ces années, les informations sont sorties il y a seulement 2 ans d'ailleurs. Et donc, franchement, il a fait un travail vraiment remarquable. Et bien entendu, placé conspirationniste. La Fnac, la Fnac, Kobo ont retiré son livre, hein, la version électronique. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Fnac maintenant se met à censurer. Donc, et après, les gens de la Fnac s'étonnent que les gens aillent commander les livres chez Amazon. Ou chez l'éditeur, hein, parce que même les libraires, ah oui, mais c'est conspirationniste, donc ça va, ça commence à bien faire les conspirationnistes. De toute façon, il y a un prix à payer derrière, et la Fnac le paye très très cher. La preuve, puisque moi dans mes listes, je vois des Fnac qui ferment. Bon, certes, je crois que c'est des défranchisés, mais quand même, oui, ils sont plus du tout sérieux, ils ne font plus du tout leur travail de culture, alors qu'ils étaient reconnus auparavant pour un travail formidable. Moi, j'ai grandi avec la Fnac. Hein. La première Fnac qui est ouverte, c'était à Montparnasse. Et je me souviens, j'achetais tous mes livres là-bas. Et à l'œil écoute. Hein, maintenant, mais c'est fini. La Fnac n'est plus à la hauteur et se permet même de censurer. Ce que je trouve extrêmement grave en France. Alors, la Fnac n'est plus à la hauteur à la fois culturellement, mais on va le voir aussi économiquement. Et c'est peut-être aussi... pourquoi il y a des fermetures de cette... La Fnac, ils ont fusionné. Vous savez, la Fnac a fusionné avec Darty. Donc déjà, bon, culturellement, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais bon. Mais clairement, je veux dire, les 2 comptabilités étaient un peu défaillantes. Donc, vous savez, c'est comme 2 banques qui sont en faillite. Hein, 2 banques en faillite fusionnent. Et, le char vient de sauter par terre. C'est pas grave. Et donc, on fusionne ces 2 banques pour faire croire aux clients que c'est une banque saine. Voilà. Alors, si on est ici tout de même, Pierre, parce que là, on a un peu empiété sur l'entretien, mais si on est ici, c'est avant tout pour parler de votre dernier livre, 2008, qui a bénéficié, on peut le dire, d'une promotion inespérée, n'en déplaise à vos détracteurs et aux jaloux, comme vous les appelez. Alors ce livre, c'est vraiment un travail d'orfèvre, parce que vous êtes allé chercher les détails, tous les détails qui nous ont été dissimulés, qui nous ont été cachés, exactement. Et vous détaillez le nombre d'entreprises qui ont fait faillite, les licenciements, les nombres de suicides. Et on va le voir dans cette interview, on va parler effectivement de chiffres, on va parler d'économie, de finances, on va aussi parler de prophétie. Et ça, c'est ce que j'aime chez vous, mon cher Pierre, parce que vous savez allier à la fois le factuel et la spiritualité. Mais moi, ma première question, c'est un sujet... Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Ouais, je vois pas pourquoi cette polémique, finalement, il n'y a pas grand-chose dans ce livre. » Détrompez-vous. Vraiment, détrompez-vous. Parce que ce livre est une mine d'or. Et je sais que vous êtes un vrai bosseur, Pierre. Et c'est pas parce qu'on se connaît un peu que je le dis. C'est pas pour vous flatter. Vous êtes vraiment un vrai travailleur acharné, un vrai journaliste. Je vous ai pas présenté parce que je me dis que nos spectateurs vous connaissent déjà. C'est gentil. Mais... Et dans ce livre, on s'aperçoit
en fait, de détails. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Vraiment, c'est pas forcément mon domaine, l'économie, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai revu aussi des films que vous conseillez aussi, je les ai revus, et ça m'a permis vraiment de bien comprendre que cette crise de 2008, en fait, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais ma première question, j'ai envie de vous demander si on peut faire un lien avec le krach boursier de 1929, ce fameux krach qui a conduit à la chute des cours de la bourse à moins 30%, qui a conduit à la faillite des États-Unis, qui a aussi permis à Roosevelt d'entamer son plan, le New Deal, et de finalement de spolier les gens de tout leur or. C'était une spoliation globale, absolument. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce krach boursier et ce qui s'est passé en 2008? Est-ce qu'on peut dire que ça a été aussi une banqueroute, mais finalement une banqueroute financière qui a été complètement dissimulée? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux? Il y a des similitudes. Oui, bien sûr. Il y a eu d'abord le coût social. Parce qu'en 1929, il n'y avait pas les mêmes protections sociales qu'aujourd'hui. Simplement, la crise de 2008, elle était infiniment plus violente que celle de 1929. Parce que celle de 1929, moi je suis journaliste informatique télécom, donc, et c'est ce que je dis dans le livre à un moment donné. C'est-à-dire qu'à l'époque, la vitesse des télégraphes, c'était peut-être... je sais pas, 200 mots par minute, alors qu'en 2008, avec les fibres optiques, on était à des milliards, 2 milliards ou 10 milliards de mots par minute. Donc, c'est instantané. Ce qui différencie, si vous voulez, 2008 de 1929, ça a été extrêmement lent. Hein. C'était vraiment très lent. Ça s'est répercuté jusqu'à l'Allemagne, et ça a amené, bien entendu, je rappelle, le moustachu au pouvoir. J'ai écrit un livre là-dessus, hein, le moustachu, la vengeance de la planche à billets, voilà. Et là, en fait, 2008, en fait, c'est 1929 puissance 1000, voilà, ou 10 000, comme on veut. Et je ne comprends même pas je veux dire, des gens qui me disent qu'il n'y a rien dans ce livre, ils n'ont pas lu, c'est pas possible, parce que même là, je reçois des journalistes qui me disent, mais je n'en reviens pas, personne, et je suis le seul à avoir fait le travail, c'est-à-dire de revenir en arrière. Même le New York Times, le Washington Post, ils n'ont pas fait le travail de revenir en arrière. C'est ça qui est... Parce que tout s'est passé, si vous voulez, tellement vite, et vous avez regardé les films, justement, que je recommande, et vous voyez bien que, quel que soit le film que vous regardez, dans chaque film, vous n'avez que 20% des informations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il vous manque 80%, et surtout la vision globale de comment ça a démarré. C'est ça qui est extraordinaire. Et en revanche, quand vous parlez de 1929, effectivement, ça a permis la séparation, hein, grâce à Kennedy, au père, séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Donc c'est la loi Stiegel Act, etc. Et ce qui est dingue, c'est que 2008, en fait, trouve ses racines dans l'annulation même de cette loi qui a été voulue, je le rappelle, parce que ça, personne n'ose en parler. Hein. Et ne soyez pas surpris que j'ai une campagne contre moi, évidemment, parce que ça vient toujours des mêmes. Parce que c'est monsieur Larry Summers, un compagnon intime de toutes les saloperies de Jeffrey Epstein. C'est un club privé. Et c'est lui, le grand organisateur de tout cela. Secrétaire d'État au Trésor, et surtout, en même temps qu'il travaille pour les États-Unis, il travaille pour Israël. C'était le conseiller de Shimon Peres. Voilà, on retrouve ce club très privé, si vous voulez, qui a déclenché des vagues de suicides absolument colossales, et on en paye toujours le prix aujourd'hui. Et c'est pas fini, parce que c'est la raison pour laquelle ils veulent absolument nous imposer de repousser la retraite à 70 ans. Est-ce que vous voulez travailler jusqu'à 70 ans? Je ne crois pas, mais je pose là, en ce moment, à l'heure de cette interview, il y a une grève des contrôleurs aériens. D'après ce que j'ai compris, ils prennent leur retraite à 52 ans ou 58, je ne sais plus. Enfin, vraiment, ils sont privilégiés, quoi. Enfin, bon, moi, je ne mets pas en cause leurs privilèges, hein, parce que ça doit... les conditions, on va dire, de travail, voilà, ne sont pas les mêmes. Le travail stressant d'un éboueur.
Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a peut-être une mesure à trouver, peu importe. Ils veulent, quand je dis ils, les gouvernements européens, la Banque centrale, la même chose en Angleterre, surtout en Angleterre d'ailleurs. Et toujours est-il, si vous voulez, avec les trilliards qu'ils ont volés en 2008, aujourd'hui, il importe de les combler. Alors, ils les comblent petit à petit. Hein, c'est comme un prêt sur 20 ans, hein, grosso modo. Les banques centrales ont imprimé et ont dit aux autres banques, bon, on vous fait un prêt sur 20 ans. Hein, c'est un prêt CTLM sur 20 ans, grosso modo. Sauf que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Et maintenant, il est vital, non seulement de repousser l'âge de retraite, mais attention, c'est pas fini. Tous ceux qui sont à la retraite, vous allez voir vos retraites baisser. Alors je sais, je suis un peu Cassandre, vous n'aimez pas entendre ce genre d'informations, mais je vous rappelle que j'ai couvert la Grèce en 2010, en 2011, 2012, j'étais à Chypre, j'ai vraiment chroniqué tout ça depuis le 20 février 2008. Donc personne n'a fait ce travail, strictement personne. Je veux dire, même des collègues journalistes anglo-saxons reconnaissent effectivement que là, il y a revenir effectivement à la source. Personne ne l'a fait. Et on va revenir sur le cas des retraites, on va revenir sur la crise en France, bien entendu. Et il est vrai que le travail que vous avez fait, c'est un vrai travail de recherche, un travail documenté, sourcé. On est reparti à la source. Et cette crise de 2008, en fait, prend source déjà quelques années auparavant. Est-ce qu'on peut dire que lorsque le gouvernement américain fait une espèce de fleur, de faveur à ses habitants, aux citoyens américains, en accordant des crédits, des prêts, ils vont jusqu'à accorder des prêts ninja, c'est comme ça qu'on les appelle, je pense. Les prêts ninja, ce sont des prêts sans garantie. Sans vérification d'identité, sans vérification des revenus, sans vérification de la feuille d'impôt, enfin la totale, quoi. Pour permettre l'accession à la propriété. Au départ, c'est ce qui se passe. Et vous citez l'exemple d'une femme new-yorkaise qui vit à New York, qui est âgée de 80 ans et qui va faire un prêt de $600 000 pour avoir une maison, un prêt de 20 ans, sur 20 ans. C'est ça. Absolument. Parce qu'il y a toujours une petite touche d'humour quand même dans vos livres. Hein. Ça, c'est votre marque. Vous savez que, enfin, je fais une parenthèse, mais là, on le voit, enfin, je l'ai encore vu hier parce que je suis passé au jardin, mais les lecteurs sont tellement marqués, maintenant ils l'achètent par 2 et par 3 exemplaires pour le donner à leur entourage qui disent, qui trouvent qu'il y a des choses bizarres, mais ils comprennent pas pourquoi. Enfin bon, ils veulent surtout pas comprendre, mais avec ce livre, effectivement, là, tout devient extrêmement clair. En fait, toute la politique de tous les gouvernements successifs depuis 2008, en fait, s'explique naturellement avec les 30 trilliards qui ont été volés par les amis de Monsieur Epstein et Monsieur Larry Summers. Donc je suis désolé, hein, c'est voilà, et c'est pas des Albanais, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je trouve ça extrêmement grave, et surtout il faut noyer le poisson et racheter des médias et contrôler les médias. Et aujourd'hui on voit bien à quel point les médias sont contrôlés. Alors on revient à ce problème-là des prêts immobiliers qui sont accordés très très facilement. C'est ce qui va provoquer d'ailleurs la crise après quelques années. À la base, c'est George Bush, père, donc qui est parti dans les élections américaines, donc campagne. Et les agriculteurs, ce qu'on appelle péjorativement, ce que les Américains appellent péjorativement les rednecks, c'est-à-dire les rednecks, les coups rouges parce qu'ils sont sur les champs et que le soleil, ils sont courbés, c'est ça, sur les champs, et donc le soleil rend leurs coups rouges. Hein, donc c'est l'équivalent des pecnos pour nous, hein, grosso modo. Et donc George Bush n'avait pas la voix électorale des agriculteurs, et il n'avait pas non plus les voix des Noirs et des Latinos. De toute la communauté sud-américaine qui est bien installée, surtout du côté en Californie, etc. Et donc, pour leur permettre, il fallait trouver un truc électoral. Hein. Je pense à Monsieur Hollande qui a dit « Mon ennemi, c'est la finance », c'est le menteur absolu. Et ben, George Bush, lui, au moins, il a été honnête. Il a dit « Moi, je vais vous... Même si vous ne gagnez pas grand-chose,
même si vous n'avez un mauvais score de crédit, hein, vous êtes mal noté par votre banque, eh bien, on va vous donner un prêt et vous allez pouvoir acheter votre terrain, votre propriété agricole et votre maison. Voilà, ça part de là. Alors, donc ça part d'un bon sentiment quelque part. Mais ça part d'une promesse électorale qu'il a d'ailleurs tenue. On va dire ça comme ça. Sauf que George Bush fils donc n'a pas vu que les banquiers allaient en profiter pour comment dire se commettre la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité. Je pense que même Gengis Khan ou les Vikings quand ils sont arrivés en France, enfin à l'époque, hein, ils sont même remontés jusqu'à Paris, ils ont tout volé, mais bon, au moins c'est une armée étrangère, etc. Alors que là, non, ça a été fait de manière invisible, tout à fait par une autre banque qui était le leader dans son domaine, qui s'appelle Goldman Sachs. Hein, voilà, qui elle-même est l'héritière, on va dire, d'une autre banque de méga escrocs, hein, Salomon Brothers Bank. Hein, vous trouverez sur l'onglet reportage, vous trouverez le truc sur la Salomon Brothers Bank. Pour vous dire que même le gouverneur de la Fed, Monsieur Greenspan, a été tellement écœuré par les escroqueries de la Salomon Brothers Bank qu'il les a flingués. Il a mis leur banque en faillite. Ben, voilà, vous voyez. Donc, et pourtant, bien toutes ces mêmes équipes, elles ont recommencé. Elles ont véritablement recommencé leur truc. Et tout ça sur le dos des pauvres gens. Des pauvres, ils se sont servis des pauvres. Ils n'ont pas pris les riches. Hein, parce que les riches, évidemment, ils n'allaient pas prendre des prêts. Et ensuite, ils se sont servis de ces prêts pour voler toutes les caisses de retraite du monde. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est ça, je le dis aux spectateurs, vous devez lire ce livre. Hein, et franchement, c'est vital. C'est vital. Offrez-le à votre maire, à votre député, non pas à votre député, parce qu'en général, là, ils sont alors justement, J'ai vu les derniers votes à l'Assemblée. Justement sur cette histoire des pauvres, parce que ce qui s'est passé, c'est que eux savaient, enfin c'est un peu leur manière de faire. C'est on accorde des crédits, on sait, on attend 3-5 ans, on sait qu'ils vont pas pouvoir. Non mais c'est l'escroquerie Goldman Sachs. Goldman Sachs c'était la manœuvre. C'est par exemple la Grèce. Goldman Sachs, l'Europe, Bruxelles a demandé à Goldman de truander le bilan, on va dire, du pays, de la Grèce, de manière à ce qu'il soit accepté dans l'Union européenne et dans la zone euro, attention. Hein, contrairement aux Polonais, ils sont passés en mode euro. Donc Goldman Sachs, non seulement a truandé le bilan, tranquille, mais ils l'ont fait à la demande. Donc là, pour le coup, je ne leur jette pas la pierre. Kate, hein, voilà. En revanche, eux savaient que le bilan était bidonné. Ils savaient que les Jeux Olympiques en Grèce, Athènes, ont coûté 3 fois le montant, véritablement. Et donc, eh bien, tenant avec ces informations, ils ont parié effectivement sur un défaut de paiement de la Grèce. Et ils se sont mis des centaines de milliards dans la poche. Et c'est avec la complicité de Madame alors de mémoire, je crois que c'est Loudidakis, donc qui est une banquière de Goldman, et qui a convaincu effectivement la totalité du pouvoir politique grec de participer à cette escroquerie de bilan comptable truandé. Et comme ils savaient qu'ils allaient faire défaut, ils ont parié contre. Hein, ils ont dit à tout le monde, nous, la Grèce, tout va bien, etc. Puis à côté, en fait, ils ont parié. En fait, c'est un délit d'initié à un niveau complètement génial. Et les suprêmes, c'est un délit d'initié, mais c'est un méga délit d'initié. C'est ça qu'il faut voir. Il y a une page qui s'appelle, alors je sais plus, c'est Golden, je l'ai appelé Goldenstein. Je sais pas si vous l'avez noté dans votre. Moi, j'ai noté l'histoire de John Paulson, qui oui. En 2006, alors c'est un financier, c'est ça, un financier new-yorkais, oui, c'est un. Et qui va justement chez Goldman Sachs et qui leur dit créez-moi un produit, un Goldenstein. C'est celle-ci alors, voilà, et qui dit moi je vais parier. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je vais parier contre l'immobilier en fait. C'est pire que ça.
c'est imaginez par exemple, voilà, je demande à la préfecture de police de Paris, qui me connaît bien maintenant. Petit clin d'œil. On salue, c'est monsieur le préfet. Hein, de sortir une, 2 millions de conducteurs, enfin d'assurés automobiles, de tous ceux qui ont une voiture qui a plus de 20 ans. D'accord? Voilà. Et donc, on va dire que... et on va vendre... on va mettre tout ça dans un portefeuille, grosso modo, et on va vendre ça à quelqu'un d'autre, à un fonds de retraite en Allemagne, en leur disant, attention, Moody's, Standard & Poor's, ils ont dit que c'est top, c'est AAA, c'est super bien noté, et les Allemands qui sont très standards, ils ont 9000, etc., donc eux, tu leur dis Moody's, Standard & Poor's, bon, hein, c'est comme un truc de physique nucléaire, quoi, ils y croient. Eh bien, ils ont acheté tout ça, de la même façon que les fonds de retraite québécois ont acheté ça. Ils ont perdu de mémoire 20 milliards dans le monde entier, en Australie, partout. Et ils leur ont dit, en fait, donc c'est un portefeuille d'assurés, mais leur voiture, elle a juste 50 plus. Alors qu'en réalité, elle a 20 ans de plus. Et donc, ils ont parié sur le fait que sur une quantité astronomique allait, de ces gens allait tomber en panne. Voilà. Si j'étais une compagnie d'assurance, vous voyez, c'est voilà, j'assure 10 millions de personnes, d'accord, et je leur vends un produit en disant, ben voilà, moi tous les mois je reçois 10 millions de fois 200 €, je sais pas combien, et je vends ça aux caisses de retraite avec un petit truc en plus. Sauf que les mecs à un moment donné ils tombent en panne, ils payent plus leurs trucs, etc. Et là ça a été fait à une échelle industrielle. Ça a été fait à un tel niveau qu'on a même du mal à imaginer. Mais cela n'a pu être possible qu'avec la complicité, effectivement, de tous les États. On a, par exemple, dans le livre, vous avez un des... alors, c'est lui que je cherchais en particulier, vous voyez. Un des traders de Goldman Sachs, qui s'appelle Fabrice Touré ou Tour, je ne sais plus, et qui va en Belgique et qui va rencontrer donc non seulement les banques, la Fortis, etc., la BNP, ING, et il leur vend un produit et ainsi, attendez, c'est pas fini, les caisses de retraite, les fonds de pension, et il déclare dans son mail, j'ai vendu, je résume, hein, j'ai vendu de la BIP aux veuves et aux orphelins. Aux veuves et aux orphelins. Je ne sais pas si vous réalisez l'horreur de ces gens. L'horreur. Vous savez, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'effroyable à Gaza. Le monde entier assiste à un génocide et sous la protection de tous nos médias, en particulier d'un monsieur qui s'appelle Pascal Praud, Serge Nedjar, notamment de CNews, mais pas que, BFM, etc. Eh bien, figurez-vous que ce qui s'est passé en 2008 avec les banques américaines, et en particulier Goldman et Lehman, eh bien, ça préfigurait le génocide à Gaza. C'est-à-dire que 2008, ça a été un génocide financier, on va dire ça comme ça, qui annonçait le génocide physique, le pogrom qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Pour ne serait-ce que les 3 premières années, de mémoire, il y a eu plus de 500 000 suicides. Des centaines de milliers de gens qui ont été licenciés du jour au lendemain. Ça a été un massacre, un holocauste financier. Et maintenant, on assiste à ça. Et toujours, vous avez remarqué, avec la même protection des médias, la même complicité des médias, des télévisions. On était combien de journalistes? Il y avait quoi? Il y avait Ambrose Evans Pritchard du Télégraphe de Londres, il y avait Julian Tett du FT, on était quoi, 10-15 au maximum, en disant attention, là il y a quelque chose qui va pas. Enfin, vous avez 10 banques qui cherchent à se recapitaliser, quelque chose qui colle pas, ça va voler dans les airs. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont volé au bas mot 30 trilliards. Et regardez, c'est ce qui est amusant, si vous voulez, le déficit des Américains, aujourd'hui, il est 35 trilliards. Il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas été volé, dont les banques se portent très bien, c'est Israël. Vous avez remarqué, elles ne sont pas dans la... Pourtant, j'ai fait le tour du monde. Hein.
Oui, vous avez fait j'ai vu, vous comparez même, vous dites, il y a un exemple, vous dites, si vous êtes en Bulgarie et que vous avez misé 100 000 euros, il ne vous reste que 18 000 euros. Si vous êtes au Ghana, que vous misez 100 000 euros, il vous reste à peu près 60 000 euros, je crois. C'était de mémoire comme ça. Les banques. Donc oui, on a tous les. À la limite, parce que là, c'est les bourses. Alors effectivement, les gens qui avaient investi en bourse, évidemment, ils se sont retrouvés en caleçon. Hein, ils sont ressortis en bikini. Hein, mais il y a deux choses. Un, la baisse de la bourse, c'est des trilliards de volets entre guillemets. Bon, c'est une richesse qui a disparu, on va dire c'est comme ça. Mais attention. Les fonds de retraite et les banques qui avaient acheté, les banques étrangères, qui avaient acheté justement les super produits toxiques qui étaient notés AAA par Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Je rappelle que le fondateur de Fitch, c'est un Français. Hein, c'est le même qui a financé le salaire de Madame Fillon. On retrouve les mêmes. C'est très intéressant. Le Standard & Poor's, Fitch, etc., ces gens-là devraient être en prison, littéralement. Voilà. D'ailleurs, dans le film de Big Short, le réalisateur l'a très très bien montré. Mais vous voyez, mais dans tous les films, personne n'est allé à la racine. Personne n'a fait le travail pour revenir en arrière jusqu'en 2002, 2003. Moi, c'est un temps qui m'a. Je l'ai remarqué uniquement parce que je dis mais comment ça se fait qu'ils parlent pas de ça? Mais en fait, il y avait tellement d'infos qu'ils pouvaient. Il y a plein d'infos. C'était monumental. Le monde entier était en train de s'effondrer financièrement. Voilà. La BNP le savait, elle était en faillite, comme la Société Générale, comme le Crédit Agricole. Le patron, le président directeur général du Crédit Agricole devrait être en prison aujourd'hui. Georges Boget de mémoire. Ce type-là devrait être en prison. Pourtant, il touche une retraite aujourd'hui, je crois, de 200 ou 700 000 euros par an. Je ne sais pas si vous réalisez. Nous, on cotise pour cet enfoiré, pour cette ordure. Ces gens, ils ne savaient même pas ce qu'ils achetaient. Je ne sais pas si vous réalisez. Dans les livres, on voit en décembre 2008 l'affaire Madoff. Enfin, toutes les banques, toutes les banques y étaient. Alors Bernard Madoff, justement, qui lui a volé ses clients, forcément, il a volé tous ses clients, mais il était quand même. Il a volé tous les Israéliens, toute la communauté juive, parce qu'il ne fonctionnait majoritairement qu'avec elle. Alors, c'est ce que vous dites dans votre livre, mais il fonctionnait aussi avec toutes les banques, finalement, du monde entier aussi. Absolument, il a même arnaqué la banque Rothschild, pour vous dire. il a arnaqué... Bon, il est mort en prison, malheureusement pour lui, mais... Il a arnaqué Tsahal, il a volé l'argent de Tsahal, parce que... Parce qu'il y avait du blanchiment d'argent. Ça part d'un blanchiment d'argent en France. C'est-à-dire que, en fait, en France, il y avait énormément de... Vous savez, les comités pour soutenir l'armée israélienne, etc. Eh bien, tout cet argent, en fait, était maquillé et envoyé aux États-Unis. Et d'ailleurs, la directrice financière je me souviens plus comment s'appelle cette association israélienne de soi-disant bienfaisance, était devenue la maîtresse de Madoff, et elle a eu son petit heure son heure de gloire, parce qu'elle a écrit ses mémoires et comment elle est devenue la maîtresse de Madoff. Alors, je précise que j'ai lu le livre, donc... Il n'y a rien de bien croustillant, c'est ça, non? Ah non, mais c'est surréaliste ici, on voit le mode de fonctionnement. D'accord. On voit le mode de fonctionnement, c'est tout à fait incroyable. Enfin bon. Alors on a parlé beaucoup des États-Unis, mais en France, et vous avez évoqué les médias, vous avez fait ce comparatif entre cette crise financière et ce qui se passe en ce moment à Gaza. On rappelle, un génocide, une épuration ethnique est en cours. Comment se fait-il qu'en France, ça a été un statu quo? Et vous parlez notamment de François Fillon, donc sous Nicolas Sarkozy, qui a essayé... Il disait, la France est en faillite. Et Nicolas Sarkozy ne tolère pas ce discours. Il faut pas en parler. C'est pareil pour les médias. Personne n'en parle, alors qu'on est en 2008. Vous rappelez ce moment où les banques augmentent les frais bancaires. C'est ce qu'on appelle les frais bancaires. Par deux. Voilà. Ils ont multiplié par 2, et entre 2008 et 2018, ils ont augmenté de 1000%. Je ne sais pas si vous réalisez, 1000. Et là, on est en 2025. Et pourtant, personne ne s'en aperçoit. Non, mais attendez, l'escroquerie de Nicolas Sarkozy, elle est quand même extraordinaire. Il a interdit aux médias de parler de l'effondrement du 29 septembre, fête des anges et des archanges, je le rappellerai jamais assez. Il leur interdit.
Et il a même organisé une grève, soi-disant, du syndicat du livre à 3 heures du matin. C'est-à-dire que le mec, à 3 heures du matin, il se réveille, oh, tiens, je vais faire grève. C'est du jamais vu. Hein, j'ai 40 ans de presse et de... J'ai quand même pu fréquenter le syndicat du livre. Je les ai bien connus, hein, CGT, machin, tout ça. Hein, la bouteille de pastis dès 17h. Voilà, j'ai jamais vu une grève qui était déclenchée à 3 heures du matin. Hein, voilà. C'est Sarkozy qui a vraiment déclenché ça. Et ensuite, la crise est devenue de plus en plus grave. Donc les médias français commençaient à en parler. Savez-vous ce qu'il fait? Il demande, alors je ne sais plus s'il était député ou sénateur, Monsieur Cartucci de mémoire. Il demande à Cartucci de dévoiler qu'il est homosexuel et d'aller sur toutes les chaînes de télé pour occuper le terrain de manière à ce qu'on ne parle pas. C'était dans le Canard enchaîné, c'est pour moi qu'il... le Canard enchaîné, ça a fait sa mare au canard, comme on dit, pour occuper le terrain médiatique. Voilà, pour qu'on ne parle pas de la crise. Et à chaque fois, c'était systématique. Il fallait tout le temps occuper le terrain de manière à ce que la crise financière et les listes de licenciements ne soient jamais mentionnées. Vous voyez dans le livre à la fin, le monde à un moment donné se réveille. Le monde à un moment donné se réveille vers la fin décembre 2008. Ah oui, il y a un nombre incalculable de plans de soi-disant sauvegarde de l'emploi. J'adore, sauvegarde de l'emploi. C'est surtout, c'est un plan de jeter les gens à la rue, quoi. C'est plutôt comme ça que ça devrait s'appeler. Mais bon, oui, donc, et c'est à partir de 2009 que le Crédit Mutuel commence à racheter les journaux, régionaux, les journaux papier, hein, pour effectivement donner le là. Et aujourd'hui, la totalité des médias en français sont entre les mains de quelques gens qui empêchent toute information financière détestable, d'où la visite du raid de... Vous ferez un petit plan de la porte, ce sera pour les crétins qui me disent que je l'ai organisé moi-même, parce que pour dégonder ma porte, faut sauver de bonheur, je vous le dis. Donc, oui, c'est... Et surtout, ce même plan est actif aujourd'hui pour empêcher de parler du génocide, du pogrom, du nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Mais la crise de 2008, c'était un nettoyage ethnique financier. Vous me suivez? C'est ça qui est incroyable. Et c'est l'ouverture du livre. Si, j'en ai pas parlé à d'autres interviews, mais c'est très important pour que vous compreniez ça. Si, si on prenait l'inflation à partir de 2001, ou même de 2008, aujourd'hui, le salaire minimum devrait être à 5 400 €. Si on avait suivi juste l'inflation telle que déclarée, c'est même pas la vraie inflation, je précise, c'est celle qui est déclarée par l'État, pour vous dire, et celle que la Poste a mis en place sur le timbre, parce qu'ils peuvent pas trop augmenter le prix du timbre, sinon même les administrations françaises vont payer des fortunes. Voilà, donc c'est l'inflation limitée à son minimum. Le prix du timbre, l'inflation du prix du timbre, on part de 2001 jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est 5 400 bruts. Vous êtes à 5 400 € brut? Non. Eh bien, depuis 2008, tout cet argent vous a été volé. Faites le calcul. Faites le calcul simplement de l'inflation. Enfin, voilà, c'est quand même pas compliqué. Et tout cet argent est parti aux États-Unis. Parce que les Américains se servent avec la complicité d'Emmanuel Macron et bien entendu de François Hollande. Parce que, n'oubliez pas, tout ça a commencé avec François Hollande, Sarkozy, François Hollande, Macron. Ça s'est intensifié. Là, vraiment, là, ils ont fait très très fort. Là, c'est le trio. Là, c'est le trio gagnant. Alors, vous êtes aussi de la destruction de la France. Et vous êtes aussi très critique vis-à-vis de deux économistes, Marc Toiti et Alain Minc, à qui vous en voulez vraiment dans votre livre. Parce qu'ils ont menti aux Français en 2008. Ils ont menti en plus les yeux dans les yeux. C'est un peu comme l'autre là. Je vous garantis que je n'ai pas de compte en Suisse ni à Singapour d'ailleurs. Voilà, tranquille le mec, tranquille, il fait ça les yeux dans les yeux. Et François Hollande et tous ces gens ont fait exactement la même chose. Alors Toiti qui, alors, je sais pas si vous voulez que je retrouve la page? Oui, on va retrouver la page, attends. Alors, tenez, voilà, page 140, non, 150, voilà, je vous montre. Alors, parce qu'il y a la une, alors vous pouvez peut-être faire une capture écran parce qu'on a le lien. Cahors,
Donc ça, c'est dans la Dépêche du Midi. Donc on salue nos collègues de la Dépêche du Midi. C'était le 8 mai 2009. 2009, hein. Cahors, Marc Toiti, la sortie de crise est pour 2009. Tadam! Alors, je vous lis. Hein. Alors, il était Marc Toiti, banquier de métier, n'a non seulement pas vu arriver l'explosion de Wall Street, mais en plus n'a rien compris à sa signification profonde. C'est le même qui vous donne des conseils hein, aux chefs d'entreprise. Pas grave, il est celui que les médias radio et TV vendent au public, comme par exemple ses propos dans cet article de la Dépêche du Midi, de l'excellent Laurent Benayoun. Alors, Laurent écrit « Marc Toiti a aussi le temps d'animer des conférences comme mercredi soir à Cahors, à l'invitation du Crédit Agricole, bien sûr. Il y a développé les thèses répandues dans son dernier ouvrage « Crack, Boom et Demain ». Marc Toiti, mais quelle honte! Tu écris Crack, Boom après l'explosion? Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je l'ai annoncé dès février 2008, mars 2008, avril 2008 et ainsi de suite. Et toi, tu viens après, comme les journalistes sportifs qui nous expliquent « Ah oui, mais vous l'avez dit, hein, l'équipe de France, formidable ». Alors que juste avant, ils disaient que c'était une bande de nuls qui ne savaient même pas toucher un ballon. Voilà ce que c'est Marc Toiti et tous ces petits copains, bien entendu. Et alors, ce qui est extraordinaire, voilà ce qu'il dit. Nous traversons la plus grave crise financière depuis 1929. Quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'on ne sait pas comment on est arrivé à vivre une telle situation. Mais le mec est banquier. Je veux dire, on voit dans le livre que tout commence déjà en 2003, 2004, 2005. Mais jamais tu t'informes. Attends, c'est pas fini. On sait que le départ de la crise est lié à la faillite de Lehman Brothers. Non, crétin, c'était pas lié à la Lehman Brothers. Ce type est d'une nullité, mais incommensurable. Mais attends, c'est pas fini. Alors, ensuite, il y a... même si le journaliste régional n'est pas un spécialiste de l'économie, il a du bon sens. Il a du mal à avaler ses mensonges. Alors, il lui demande donc, Monsieur Toiti, êtes-vous sérieux quand vous dites que nous sommes proches de la sortie de crise? Le mec... c'est du bon sens, vous le dites. Du bon sens, voilà. Oui, Toiti est très sérieux, comme ses amis chefs économistes du gouvernement Sarkozy et Hollande, et les deux Cohen, parce qu'il y a un Cohen pour Sarkozy et un Cohen pour Hollande. Sa réponse est très inspirée, d'autant qu'à Cahors se trouve, je vous le rappelle, le célèbre pont du diable, hein, magnifique pont du Moyen-Âge. Et alors, voici ce qu'il dit. Écoutez bien. Cette crise, c'est un concours de beauté négatif. Non mais, moi les bras m'en sont tombés. Alors il se trouve que le film La beauté du diable abordait justement la fausse monnaie et ses conséquences, mais la culture de Monsieur Toiti n'allait pas jusque-là. Néanmoins, à Cahors, Toiti s'est véritablement senti pousser des ailes. Écoutez bien. Mais bien sûr, aux États-Unis, la croissance est déjà repartie au cours du premier trimestre. En Europe, on a tardé à réagir, blabla. La croissance va donc commencer à revenir cet été. Été 2009. Puis, plus fortement, vers la fin de l'année. Nous aurons une croissance positive en 2010. Bravo, Toiti. T'es nul. Mais t'es extraordinaire dans ta nullité. Vraiment, voilà comment ils ont... Non mais, ce que c'est très important. Voilà. C'est que les conseils de Toiti ou de Alain Minc, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui les écoutent, ils se sont dit, bon, les mecs, ils savent de quoi ils parlent, etc. Bien sûr. Donc, je vais faire des investissements. Alors, ils ont fait leurs investissements. Et puis, en 2010, il n'y a pas eu la croissance, ni en 2011, ni en 2012. Et petit à petit, les plans de sauvegarde, comme ils disent, de l'emploi, c'est-à-dire, en fait, des plans de licenciement massifs, chaque année, tac, tac, c'est comme un escalier, boum, 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 boum. Et plus il y avait de plans de sauvegarde, et plus le gouvernement s'efforçait d'effacer le nombre de chômeurs. Alors, voilà. Donc, et on en est là aujourd'hui. On est 17 ans après 2008, et c'est pas fini, parce que je vous ai entendu dire que la Grèce est endettée jusqu'en 2060
ou 2062. 2064, oui, un truc comme ça. Et la France est en train de suivre la même trajectoire que la Grèce. Tout à fait. Tout à fait. Donc on peut pas nous dire qu'il y a eu... Le FMI tourne déjà autour de la France, hein, je rappelle. Hein. Le FMI, hein, c'est des requins. C'est des requins. Et en fait, ils veulent... Mais c'est ce qu'avait dit Rogero, c'est ce qu'avait dit d'autres. Soral en a parlé, mais il y a longtemps. Je veux dire... il n'y a rien qu'à voir le nombre de PME, TPE, PME qui ont fermé en 2024. Là, il y a énorme. Il y a Princesse Tam Tam, là, c'était juste... Oui, chaque jour, voilà. c'est une Allez sur la liste des licenciements sur jovanamic.com, vous allez le voir. Et tous ces gens, en fait, ont cru... alors, peut-être pas là, mais toujours est-il qu'en 2009, 2010, 2011, Toshiba, les gens... C'est un peu comme Toshiba. Toshiba a perdu des sommes colossales à cause des trucs toxiques vendus par toutes ces banques américaines. Et ils se sont dit, on va se refaire en 2009. Parce que justement, il y a des mecs comme Toiti, sans doute des Toiti japonais, ouais, ça ira mieux l'année prochaine. Donc ils ont bidonné leur compta. Et en fait, quand tu bidonnes une compta, en fait, on ne fait que reporter à l'année suivante. Sauf qu'au bout de 4 ans, Toshiba a volé dans les airs parce que on peut pas reporter éternellement. Un pays peut le faire, mais pas une entreprise. Sauf si elle est sauvée par l'État, par définition. Voilà. Donc on paye toujours le prix de 2008 et on va le payer de plus en plus. Ça va nous coûter de plus en plus cher. Hein, moi, ça m'a valu déjà la porte et au jardin des livres aussi. Hein, voilà. Parce que dans votre état des lieux de cette crise de 2008, justement, vous montrez que tous les secteurs ont été touchés, que ce soit l'immobilier, que ce soit les entreprises, que ce soit le marché du luxe aussi. Par exemple, Bentley, moi je ne savais pas que Bentley avait fait faillite. Je l'ai appris dans votre livre. On voit aussi que Chanel aussi a été impacté. Et finalement, ça a touché tout le monde, à la fois les particuliers. Je vais vous expliquer comment ça a touché, parce que je vous donne un exemple. Une entreprise, alors je prends l'exemple de la France parce que ça parle à tout le monde. Vous êtes dans une PME, ou même, peu importe. Votre entreprise vend, je sais pas moi, imaginons qu'elle vend des kilomètres de câbles sous-marins ou des câbles téléphone tout bêtement. Votre entreprise, elle est payée, on va dire, à 3 mois. Hein, même si elle a une avance, elle va être payée à 3 mois. Enfin, c'est le cas de toutes les entreprises. Eh bien, la banque de cette entreprise va accepter de faire la soudure. Alors que ce soit par une traite, je sais pas quoi, enfin peu importe, ou de la facturage. Mais sauf que après l'explosion de Wall Street, donc le 29 septembre 2008, enfin c'est même après l'explosion de Lehman, donc on est au 15 septembre plutôt, hein, attention. Les banques ont cessé de prêter. Elles ont refusé de faire la jonction. Et c'est-à-dire que les entreprises ne pouvaient plus payer leurs salariés. Et vous avez dans le livre, parce que c'est une chronologie le livre, attention, c'est pas un roman, c'est pas effectivement, c'est pas enfin, si c'est chapitre par chapitre, mais c'est chronologique, semaine après semaine, et parfois jour après jour quand c'était vraiment tendu. Voilà. Eh bien, ces entreprises, pardon, étaient obligées de licencier parce qu'ils ne pouvaient plus les payer. Exemple. Le premier, je crois, à tomber, c'était General Electric. General Electric, compagnie, on va dire, fabrique des ampoules aux États-Unis, entre autres. Hein, c'est parce que voilà, mais ils pouvaient plus payer leurs employés parce qu'il y avait plus la soudure de la banque. La banque a refusé. Je sais même plus s'ils étaient chez Lehman. Enfin bon, la confiance était brisée entre les banques. Je vous donne un autre exemple, et pas n'importe lequel. Donc, Hewlett Packard. Alors si Hewlett Packard a décidé, après la chute de Lehman, de licencier 24 000, ou 20 000, je sais plus, vraiment plus de 20 000 en tout cas, 20 000 ingénieurs administratifs, etc. Imaginez ce qui s'est passé dans les PME. Parce que c'est quand même les PME qui font le tissu économique d'un pays. Et certes, il y a des multinationales, mais c'est majoritairement les petites entreprises. À partir du moment où la banque refuse de faire la soudure, c'est mort. Ils peuvent plus les payer. Et Hewlett Packard s'est retrouvé dans la situation où il ne pouvait plus payer ses salariés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont viré 20 000 personnes en l'espace de 5 minutes. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez le faire. Oui, alors qu'en France, on a des retardateurs.
Hein, on a des retardateurs, c'est-à-dire que quand vous voulez virer quelqu'un, lettre recommandée, tata, ça prend 2 mois, 3 mois. Oui, parce qu'il y a les contrats, il y a d'autres, alors qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Sarkozy a joué là-dessus. Ils ont fait passer tout un tas de trucs pour que les entreprises puissent qu'elles retardent pour retarder les licenciements. C'est-à-dire, et quand vous avez une campagne électorale, c'est vachement plus simple. Combien de fois je l'ai vu quand il y a quand la campagne Sarkozy-Hollande, la Fnac. Les propriétaires des grandes boîtes, ils ont dit bon, c'est pas le moment que tu me fasses un licenciement, hein, Sarko. Et donc ils ont licencié une fois après la présidentielle. Voilà. Aux États-Unis, disons que vous allez au travail le matin et le chef ou le margin call. Voilà, et ça commence comme ça. Ça commence d'ailleurs comme ça. Voilà. Ça commence comme ça. Hein. Et on vous dit voilà, on n'a plus besoin de vous. Quelqu'un vous accompagne pour préparer vos affaires, voilà. Et vous sortez des locaux, santé, voilà. Votre téléphone est coupé, tout est... Et c'est pour ça qu'en France, c'est pour ça qu'avec la complicité des médias, ils n'ont pas, c'est passé plutôt sous le radar, on va dire ça. Sauf pour les gens qui étaient au chômage, évidemment. Alors, sachant, si vous voulez, qu'en France, on a quand même une organisation sociale, si vous voulez, qui protège une protection sociale, effectivement, que celle qui est aux États-Unis. Mais il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que la France, c'est le monde entier qui a été affecté. Le monde entier. Je veux dire, les dirigeants de ces banques, et c'est que Goldman Sachs, c'est que Lehman, je vous dis, sauf qu'aux États-Unis, on a vu quand même les images de ces maisons qui étaient désertées par les familles. Vous l'avez dit dans votre livre 777, parce que j'ai relevé cette phrase à partir de 2007. 777, je l'avais écrit à l'époque, en 2009. Exactement, et vous rappelez ce fameux 29 septembre 2008. Vous dites plus de 100 000 familles étaient mises à la rue aux USA, soit en moyenne 300 000 personnes par mois. Et on le voyait bien sur les images, toutes ces familles qui se sont retrouvées sans domicile fixe, hein, finalement, parce qu'elles avaient perdu leur travail, et donc ça a été la chute aux enfers. Je ne sais pas si vous pourrez le montrer Mais aujourd'hui, un peu partout aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle des Quechua City. C'est-à-dire que c'est des villes remplies des villes faites de tentes, un peu comme ce qu'on voit en ce moment en France, un peu partout, avec des migrants sur des tentes Quechua. Et là, c'était des familles entières. Enfin, c'est quand même incroyable. Ne croyez même au Canada, je vous dis, j'ai un lecteur qui m'a écrit hier encore les fonds de pension au Canada, mais ça a été n'oubliez pas, ils ont volé les retraites des gens, c'est-à-dire nos cotisations quand même, hein. C'est nos cotisations. Hein, je sais plus quel économiste avait dit les cotisations sociales, c'est un salaire différé. Hein. Il n'y a pas de fondamentalement. Ils ont volé nos salaires différés. Alors justement, sur les retraites, je vais lire le petit paragraphe que vous avez écrit. Les retraites sentent le brûler. Tous les gestionnaires des caisses de retraite, des assurances et des banques commencent à voir l'étendue du désastre financier sur les pensions. Que ce soit les retraites gouvernementales, privées ou d'entreprises, les comptes sont clairs. Les fonds ont fondu de 30% minimum puisqu'ils étaient tous placés à Wall Street. Il va de soi qu'il ne s'agissait pas de placement de bons pères de famille, mais d'opérations visant à utiliser l'argent des pensionnaires sur des spéculations sans bien sûr leur en reverser une part. Mais l'affaire a mal tourné et bien des assureurs sont assis sur un volcan en Angleterre, par exemple. Les avertissements ont déjà été donnés. Le déficit des retraites pourra atteindre 200 milliards de livres, sachant qu'il est déjà à 97 milliards. Alors 200 milliards, là on est en 2008. On est en 2008. C'est quelle date, hein? On est en novembre, le 18 novembre 2008. Voilà, 18 novembre. Sachant que là, c'est des montants qui datent d'il y a 17 ans, donc on va dire 300 milliards. Mais, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement veut repousser, anglais, là pour le coup, veut repousser la retraite à 60... j'ai traité ça dans la revue de presse il n'y a pas longtemps. Le premier truc, je crois que c'est 67 ou 68. Et ensuite, finalement, c'est 70 ans. On arrivera à 70. Voilà, on arrivera à 70 ans. Parce que l'argent a été volé. Et ils ont beau, si vous voulez, faire des compensations, et malgré le fait qu'un État ne peut pas faire faillite, entre guillemets, parce que je rappelle que la Grèce a fait faillite, hein, je rappelle que les aéroports de la Grèce ont été vendus, le port de Pirée a été vendu, les îles,
grecs ont été vendus à des oligarques américains, russes, etc. Je veux dire, peut-être qu'on vendra l'île de Ré, j'en sais rien. Mais on est parti pour, en tout cas. Je précise. C'est peut-être un peu exagéré, mais moi je rappelle que on est au même point aujourd'hui que la Grèce. Moi je le dis depuis 2009. Ils ont tout fait pour retarder l'échéance. Et en imprimant. Sauf que quand on imprime, on imprime des quantités nucléaires de fausses monnaies, on ne fait que déclencher l'inflation, d'une part, et ensuite, à un moment donné, ça déclenche les guerres. Voilà. Et je pense qu'il y a une nouvelle guerre Iran-Israël qui nous attend. C'est imminent. C'est une évidence. Les Américains ont besoin de ça pour maquiller, parce que n'oubliez pas, eux, ils sont à 37 trilliards de dettes, et ils vont la creuser encore plus. Voilà. Donc ils vont arriver à 40 bientôt. Et c'est ce qui a valu le clash entre Elon Musk et Trump. Voilà. La France se transforme en Grèce, donc c'est pour ça que je vous dis, prenez vos mesures, parce que la différence entre vous et les Grecs de l'époque, c'est-à-dire que les Grecs, eux, ils s'y attendaient pas, c'est-à-dire que ils avaient, on va dire, je sais pas, 1000 € de retraite, ils ont fini avec 300. Vous vous rendez compte? Là, ça c'était 2009, 2010, 2012. Ça sera la même chose en France. Déjà, le gouvernement nous annonce il va falloir trouver, je ne sais plus combien de milliards, un coup c'est 100 milliards, un coup c'est 150 ou 200. Je fais un aparté, tiens, parce qu'on nous demande de faire des économies, et on trouve des économies dans les secteurs qui en ont le plus besoin, dans les ministères qui en ont le plus besoin, notamment l'éducation ou la santé. Oui. Mais je vais faire un petit aparté. Il y a eu le dîner du CRIF avec 900 € le repas, et on a vu Bayrou aller... Exactement. Donc c'était juste... voilà. Un petit tacle. C'est ça. Au football. Le CRIF qui prétend en plus donner des ordres au gouvernement français. Et ce qui est le plus lamentable, si vous voulez, c'est que des membres du gouvernement s'y rendent. Donc ça vous montre leur soumission totale à ces gens. Parce que n'oubliez pas, derrière le CRIF, vous avez quand même les États-Unis. Donc c'est notre soumission globale à Israël et aux États-Unis, dans l'absolu. Alors, faut jamais l'oublier. Alors pour revenir à la crise en France, je sais que vous avez les banques dans le collimateur, et alors on a eu la Société Générale avec le cas de Jérôme Kerviel, et là ça revient encore. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Il y a eu des bureaux de la Société Générale à Paris et au Luxembourg qui ont été perquisitionnés. Exactement. Fraude. Oui. Alors ça s'appelle fraude fiscale. Oui, blanchiment, fraude fiscale. C'est des escroqueries que ces banques font régulièrement pour les seuls bénéficiaires, si vous voulez, c'est des grandes entreprises ou des gens ultra riches. C'est toujours la même chose. Alors, Parce que la banque prend sa commission au passage, ne l'oubliez pas. Alors, ce serait une histoire qui remonterait à 2009. Ça, je l'ai lu dans Reuters. Voilà, c'est pour ça que je vous fais le lien. C'est systématique, absolument. Mais tout revient à 2008. On ne peut pas comprendre. C'est un peu comme si on disait, je veux dire, 2000 ans d'histoire de l'Europe. Tout part quand même de la naissance d'un certain Jésus-Christ, qui a quand même petit à petit modifié, même si ça lui a pris des années et des années. Ça lui a pris 300 ans, je sais pas combien, pour que finalement l'Europe devienne chrétienne, mais ça l'a fait. Vous me suivez? C'est comme si vous pouvez pas ignorer ça, et là, en ce moment, on ne peut pas ignorer 2008. C'est strictement impossible. C'est le réveil, c'est la piqûre de réveil. C'est vraiment important. Moi, c'est Nicolas Bouvier, je crois que vous connaissez ce garçon. Je crois que vous l'avez interviewé. Effectivement. Ouais, voilà. Il a lu le livre, alors il m'a envoyé un petit message en me disant mais c'est incroyable, mais je comprends pourquoi votre porte a été défoncée. Je vous dis ça de mémoire. Il n'en revenait pas de tout ce qu'il a découvert dans le livre 2008. Et pourtant, vous voyez, c'est un livre qui montre à tous. C'est pas un livre pour spécialistes. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que quand on imprime de l'argent avec une photocopieuse, c'est de la fausse monnaie. Voilà. Et qu'on vous fait croire que c'est de la vraie monnaie. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, par contre, c'est que c'est les tragédies qui se sont produites, en fait, après cette crise ou au cours de cette crise. Et ça, c'est très important. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette crise a touché tous les secteurs. Il y a un autre secteur que je voudrais
Tiens, je vous fais une parenthèse, parce que là, je suis tombé pile sur la page, c'est la page 155. Alors, j'avais fait un hit parade, vous savez, comme le hit parade des meilleures pertes dans les banques. Donc, c'est une liste non exhaustive des sommes passées en pertes et profits. En perte de profit, alors écoutez bien ce que ça donne. Ou bien sorties de bilan et transférées dans des sociétés offshore afin de, comment dire, d'améliorer au mirror. Vous savez, ça me fait penser à la pub, vous savez, la femme de ménage là, qui a une grande. Vous savez, les conseils d'administration des banques. C'est Please. Oui, Please. C'est Please. Vous savez, elle arrive avec son Please, elle court et puis elle se jette. Qui est cette actrice? Je me souviens pas. Il faut passer l'extrait, il faut passer l'extrait. Si on la retrouve. Oui, oui. Alors écoutez bien, Please. Donc là, il nous manque, là à cette époque-là, parce que ça date de quand? Ça, c'était le 4 novembre 2008, regardez. Donc il manque les banques arabes, chinoises, indiennes, russes, etc. Voilà. Néanmoins, Citigroup, donc américain, ils perdent, allez, 300 milliards. Je ne sais pas si vous réalisez, 300 milliards. Deutsche Bank, 155 milliards. Crédit Suisse, 95 milliards. L'argent des déposants, l'argent des clients quand même, faut le rappeler. D'ailleurs, elle a volé, entre-temps, elle a volé dans les airs. Vous voyez, c'est à force de... Crédit Suisse, ils ont fait la même chose. Ils ont repoussé, reporté, maquillé, mais à un moment donné, c'est plus possible. UBS, Union des banques suisses, pareil, 93 milliards de dollars. Merrill Lynch, 85 milliards. 84 milliards pour Goldman Sachs. 78 pour Morgan Stanley. 72 milliards pour Bank of America. 30 milliards, soi-disant, pour Société Générale. Kerviel, comme soi-disant, pour 5. 30 pour HSBC. 30 pour Wells Fargo, etc. 20 milliards pour JP Morgan Chase. Barclays, Crédit Agricole, tout y passe. Voilà. BNP, c'est celle qui a le moins perdu. C'est quand même, ils se sont pas trop mal démerdés par rapport à tous les autres. Donc vous voyez, et tout cet argent, il faut le récupérer. Tout cet argent, il manque dans les comptes. Dans les fonds de pension, comment ils vont faire pour payer leur retraite? Là, dans le livre, il y a un fonds de retraite, alors je ne sais plus lequel, ils ne pouvaient plus le payer, les pensionnaires. Ils avaient tout placé chez Goldman, ou je ne sais plus, Merrill Lynch. Et bien entendu, dans des subprimes, que Goldman Sachs, Lehman Brothers, enfin tout le club des amis de monsieur Jeffrey Epstein et de monsieur Larry Summers, précisons-le. C'est quand même toute cette même clique, je le dirai jamais assez. Vous savez, j'ai découvert ça, mais vraiment en finissant ce livre. Et jamais je me suis mis dans une telle colère, notamment dans les derniers chapitres. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi en tout cas, j'étais très, 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 très remonté, mais vraiment remonté. Parce que j'aurais jamais imaginé, pour vous donner une idée, Larry Summers, qui est pour moi le grand responsable, on va dire c'est l'orchestre, c'est le chef d'orchestre de tout ça. Larry Summers, donc, demandait à Jeffrey Epstein de financer les cours de poésie de son épouse, Madame Summers. Je ne sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle les Motels. Il y a une chanson qui est magnifique qui s'appelle Suddenly Last Summer. Larry Summers. Donc, et Epstein fait un chèque de 50 000 $ à Madame Summers. Le type est milliardaire. Le type est milliardaire. Il va gratter 50 000 $ à Epstein de plus pour sa femme. Mais c'est des malades, ces gens. Ils ont un problème avec l'argent. Enfin, c'est psychopathologique à ce niveau-là. Et ben voilà, ils sont aux commandes. Ils sont aux commandes. Et ils sont tous là. C'est notamment dans le dernier chapitre. Vous savez, Pierre, quand vous avez énoncé toutes les pertes de profit de ces banques avec tous ces chiffres, alors bien sûr que je les ai lus, mais là, à l'entendre, à l'écoute, j'étais en train de penser en me disant, mais avec tout cet argent, on aurait pu nourrir la planète entière avec tout cet argent. Et là, avec ce parallèle, cet exemple que vous nous donnez là de Larry Summers et de sa femme dont il faut financer les cours de poésie, ça montre bien. C'est même pas les cours de poésie. En fait, c'était, je me suis mal exprimé. C'était pas un cours de poésie. C'est-à-dire que Madame Summers, comme toute riche milliardaire qui s'ennuie, écrit de la poésie
Et donc, c'était pour lui faire obtenir un prix de la poésie. Pas une grosse arnaque, quoi. D'accord. Comme le prix Goncourt, par exemple. Ouais, à la limite, le prix Goncourt est plus honnête. À la limite, on peut dire que les jurys du Goncourt lisent le livre. Alors que je suis pas certain que Epstein ait lu les poésies de Madame Summers. On en reparlera, on débattra alors sur ça. Une photo, tiens, au montage, une photo de Madame Larry Summers. Ouais, non, mais il faut le dire. Moi, j'ai découvert, en fait, je me suis rendu compte en écrivant ce livre que j'avais pas tout le tableau. J'ai certes fait le boulot à partir de février 2008, mais c'est ce que j'ai dit une fois dans une interview, c'est comme si j'étais monté sur mon vélo pour le Tour de France, et étape après étape, hein, c'est-à-dire chaque jour après toutes les listes de licenciements, les banques qui volent dans les airs, les conférences de presse de Paulson et de Goldman, etc., la faillite de Lehman, enfin bon, je l'ai fait, et puis je le fais depuis quand même 2008. Mais le fait d'être revenu en 2002 pour voir d'où ça part, donc du coup ça m'a donné tout de suite une autre vision. Et quand j'ai découvert qu'en fait effectivement c'est Larry Summers et Rubin qui sont à la manœuvre, je me suis dit mais c'est pas possible. Je veux dire, attends, mais qu'est-ce qu'il fout là le pote d'Epstein, enfin je veux dire, c'est gravissime. Larry Summers porte cette responsabilité sur son dos. Ce type a je pense qu'il y a plus d'1 million de suicides depuis, à cause de toutes les sociétés, de tous les gens qui sont retrouvés. Vous savez, un homme marié, qui a des enfants, qui se retrouve au chômage, en général, dans 80% des cas, le divorce, il est pas loin. Il est dans les 6 mois ou un an à venir. Parce que c'est comme ça. Et dans la culture, dans d'autres cultures, peut-être moins chez nous, mais dans la culture protestante, chez les Canadiens par exemple, les Canadiennes sont connues pour ça, hein, et les Américaines encore plus. Ah, tu gagnes pas assez d'argent, ben je te quitte, je te plaque. Ah, tu peux plus avoir la BM, ben je te plaque. Elles sont vénales. Elles sont vénales. Les Chinoises, hein, pareil, hein, enfin pas toutes, hein, bien sûr. Mais là, ça a créé des tragédies. Vous avez vu les abandons d'animaux en 2008 ? Oui, vous en parlez. Les gens ont abandonné leurs chats et leurs chiens parce qu'ils ne pouvaient plus leur acheter à manger des croquettes. Et payer le vétérinaire, les frais médicaux. Voilà. Enfin, c'est le plus grand crime organisé. Et ça vient de monsieur Larry Summers et monsieur Rubin. Et tout ça, c'est l'équipe Goldman Sachs. Avec en guest star, on va dire, hein, en invité surprise, Lehman. Et non, mais tu peux pas inventer un truc pareil. Las Vegas aussi n'est pas en reste, et ça j'ai été surprise. J'ai ri jaune, je dois vous le dire, j'ai quand même ri jaune. Je vais quand même expliquer pourquoi j'ai ri jaune. Hein. Parce que vous parlez des pertes de la fréquentation effectivement, oui, et des mises. Le Las Vegas Star. Exactement, à Las Vegas. Mais vous parlez aussi d'un autre problème. C'est celle des call girls, enfin des escort girls plutôt. Ah oui, alors et j'ai ri jaune là parce que c'est tellement triste, c'est tellement. Alors je vais lire. Alors vous dites rien ne va plus dans les casinos. C'est le paragraphe qui s'intitule comme ça. On est le 15 décembre 2008. Las Vegas, la capitale mondiale du jeu et de la prostitution, vit une passe difficile. Quel beau jeu de mots. Quel beau jeu de mots. Je viens de m'en rendre compte. Pardon, chers spectateurs, pardon. Le nombre de visiteurs est en baisse de 30%, les mises de jeu en berne de 30% et les clients des call girls à $700 en voie de disparition. C'est ce que révèle le Las Vegas Sun, le grand quotidien de la ville, qui s'inquiète. Je passe un peu. Les seules tables de casino qui fonctionnent sont celles où on peut parier entre 1 et 10 centimes de dollars, avec des paris en hausse de 10%. Et un peu plus loin, à cause des licenciements massifs qui ont frappé les secteurs financiers et juridiques, le patron d'une société d'escorte a expliqué qu'il reçoit maintenant, écoutez bien, 40 CV par jour de femmes qui ont perdu leur emploi, ce qui modifie le marché et fait baisser les prix encore plus. Si la crise continue, Las Vegas va devenir presque gratuit. C'est fou. Ah oui, non, mais Las Vegas, ça devait être réversé. Mais ce qu'il disait là, si vous voulez... Mais c'est surtout le nombre de femmes, en fait,
qui ont perdu donc leur emploi, et pour se faire de l'argent, voilà. Sinon, elles perdaient la maison, c'est ça, c'est ça. Elles se retrouvaient sous une tente quechua. C'est ça. Donc c'est la réaction ultime, on va dire, le dos au mur. Hein, ouais, voilà. C'est terrible. En vrai, un humoriste disait ça. C'est le grand avantage des femmes quand un homme est le dos au mur. Bon, se prostituer, c'est pas le truc. Mais quand une femme qui a le dos au mur, c'est encore la dernière carte qui lui reste. Et là, on le voit. C'est-à-dire que là, on voit la tragédie humaine. C'est Balzac puissance 1000, là. Hein, et Balzac, je salue la mémoire de Honoré de Balzac. Vous savez qu'il avait une cachette spéciale parce qu'il y avait les huissiers qui venaient toutes les semaines pour le saisir. Alors comme il n'y avait plus rien à saisir, donc il s'était fait un bureau où il pouvait allumer une bougie pour continuer à écrire, mais que les huissiers ne pouvaient pas voir. Là, en fait, c'est la tragédie humaine. La tragédie humaine déclenchée par un clan, mais vraiment, c'est 10-15 personnes. Et c'est Goldman Sachs, c'est Lehman Brothers. C'est ça qu'il faut voir. C'est effrayant. Et moi, je rappelle, quand j'ai vu que Larry Summers, en même temps, était le conseiller économique du gouvernement israélien et de Shimon Peres en particulier, mais tu te dis, mais c'est pas vrai. Ah oui, effectivement, Israël n'a pas été touché par la crise, très peu. Très très peu, par rapport à la France ou par rapport à l'Italie. Et pourtant, dans cette crise, il y a eu des prophéties. Alors, d'abord, vous notez, vous énoncez des artistes. Un artiste en particulier, c'est Patrice Servage, oui, qui en 2004 fait une peinture, une toile. Oh oui. On voit la moitié de l'oncle Picsou, mais on voit surtout bien sa main. Oui. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il l'a fait en 2004. Les artistes sont vraiment... Ils voient le futur. On mettra le visuel de cette toile. Je dois la voir, sinon je l'enverrai. Je suis allée voir sur son site internet. Elle y est pas en grand, mais si vous l'avez, si vous avez la pleine image, je veux bien. Il a fait un travail effectivement sur Blade Masters. Il a parfaitement résumé que c'est la sirène. C'est le Blade, c'est le chant de la sirène. C'est vraiment ça, parce que c'est elle qui a inventé le produit qui a permis, si vous voulez, à Lehman Brothers, à Goldman Sachs, si vous voulez, de voler le monde entier. Toutes les caisses de retraite allemandes, autrichiennes, norvégiennes, suédoises, belges, françaises, italiennes, espagnoles, australiennes, enfin le monde entier, chiliennes, paraguayennes, argentines, partout. Ils ont tout volé, y compris des trucs en Afrique, au Niger et au Nigeria. Et l'autre prophétie, elle concerne Barack Obama. Oui. Et vous dites une prophétie sur Obama et la fin des temps. Je vais lire un petit bout. Et oui, un hadith de Ali ibn Abi Talib, écrivain chiite prolixe du 7e siècle, a prédit la chose suivante. Un homme noir à la tête de l'armée la plus puissante de la terre prendra le pouvoir à l'ouest lorsqu'il arrivera la fin des temps. Il portera un signe clair du 3e imam Hussein. Hussein qui est l'autre prénom de Barack. C'est Barack Obama. Barack Hussein Obama. Et ce que je ne savais pas, c'est Youssef qui m'a expliqué, que justement c'est le Hussein. Youssef Indy. Youssef Indy, voilà. Bah oui, effectivement. Et pourquoi? Parce que le code postal d'Obama, enfin de son adresse personnelle, c'était 666, je crois. C'est ça, c'est dit. Hein. Alors ça, c'est la page 175. Mais alors, c'est pas ici que vous mettez le code postal. Si, c'est plus bas. 60 606, voilà. 60 606, ouais, c'est marrant. Ouais. Alors là, c'est des fondamentalistes chrétiens qui l'ont présenté comme l'ennemi absolu à battre, ce qui met sa garde rapprochée, donc de Barack Obama, qui était président à l'époque, donc en triple alerte permanente. Et c'est vraiment, c'était
Mais moi, ce qui me sidère, effectivement, c'est Ali ibn Abi Talib, donc au 7e siècle, je veux dire, on est en l'an 700, 680, quelque chose. Vous voyez comme quoi, quand on prie tout le temps, hein, on a une connexion, quelle que soit la religion, hein, voilà, on est en connexion directe. Et parfois, ils aiment bien jouer, ils montrent le futur, c'est comme Dieudonné, c'est comme les sketchs de Dieudonné. Hein, bouge pas chérie, apporte-moi des pistaches, je suis en train de bombarder Gaza, ça date d'il y a 15 ans. Même 17 ans, je crois. Hein, je bombarde Gaza avec des bombes au phosphore. Qui aurait aimé, je veux dire, les artistes sont vraiment musiciens, artistes, etc., écrivains, tout ça. On voit on capte le futur parce qu'on est concentré, comme la toile de Patrice Sermage. Elle est extraordinaire, cette toile. Elle est fascinante. Et il en a fait un autre, je crois. Il y a un financier qui se met au-dessus d'une cuvette de toilette et qui tire la chasse d'eau, qui veut se suicider. Qui met la corde à la cuvette, au réservoir d'eau. C'est bizarre. Donc, ces financiers sont des criminels. Est-ce que vous avez vu dans le livre? Pas un grand patron de banque n'a été en prison. Pas un. Pas un. Alors qu'en 1984, oui, quand il y a eu une grande crise de ce qu'on appelle la crise LTCM ou des caisses d'épargne américaines, il y en a eu 1000 personnes qui ont été mises en examen aux États-Unis. 2008, personne. Il y a eu 2-3 lampistes, mais bon. 2-3 lampistes. Alors, je vous rappelle, Blythe Masters m'avait promis de m'envoyer ses 4000 avocats si j'écrivais un livre sur elle. Et finalement, ce sont ces traders à elle qui ont été condamnés à la prison. Mais ça, ils ont mis 15 ans. Ils ont retardé la chose de 15 ans. Leur technique, si vous voulez, c'est de retarder. Retarder au maximum parce que les gens oublient. Au bout d'un certain nombre de générations, les gens oublient. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent. Que vous tous, que les Français oublient ce qui s'est passé en 2008. Eh bien, je vous le dis, il ne faut pas oublier. Voilà. Moi, j'invite tous les responsables politiques, que ce soit au niveau d'une mairie, d'un conseil municipal ou du département, lisez ce livre parce qu'ils ne pourront pas vous raconter des conneries après. Là, vous êtes armés, intellectuellement, mentalement. Il ne faut pas oublier, comme la crise du Covid, il ne faut pas l'oublier, comme Gaza, il ne faut pas oublier, cette crise aussi, elle est essentielle à comprendre pour ne pas oublier. Ce livre, vous le terminez par un tour du monde, en fait, de la crise. Et quel est le pays qui s'en est le mieux sorti? C'est ceux qui ne sont pas, enfin Israël en particulier. De toute façon, on l'a déjà dit. Oui, non, mais hormis Israël... Vous savez, quand je l'ai fait. Mais quand je l'ai fait, là, par exemple, Sénégal, Cameroun, Gabon, Kenya, Tanzanie, Ouganda, parce que j'ai vraiment fait le travail, quoi. Namibie, je sais même pas où c'est, hein, mais techniquement, je suis un foutu de le mettre sur une carte dans l'absolu. Mais tout ce qui touche à la banque, si vous voulez, là, on a une littérature extrêmement abondante. Hein, c'est du très sérieux, c'est universitaire en plus. Alors, le Mozambique, l'île Maurice. L'île Maurice, j'ai vu toutes les banques qui tombaient les unes après les autres. Hein. Il y a eu des scandales énormes à l'île Maurice. Parce que l'île Maurice, c'est c'est de la blanchisserie, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mauritius Commercial Bank, par exemple, a connu des pertes massives, des investissements, ensuite, la State Bank of Mauritius baisse des investissements, bien que ses pertes directes soient limitées. N'oubliez pas que ces gens n'ont aucun intérêt à donner les véritables chiffres de leurs pertes. Donc, tout ce qu'ils donnent comme perte, voilà. Si vous dites, par exemple, on a perdu 15 milliards, en fait, vous devez comprendre qu'ils ont perdu 30 milliards. Voilà. C'est comme les voitures électriques. Les mecs, ils vous disent, oui, l'autonomie 600 km. Non, vous mettez le chauffage, une valise, vous allumez les phares et la radio. Si vous faites 250 km, déjà, vous avez du bol. Voilà. C'est la même chose. Donc, ils ont tous, parce qu'ils perdent la face. Au Japon, vous savez, en Asie, même en Turquie, dès que vous allez vers l'Est, en fait, il y a le phénomène de perdre la face. Donc, vous n'avez aucun intérêt à déclarer la véritable portée des pertes massives que votre banque a encaissées ou que votre banque centrale a encaissées. Donc, vous limitez le truc au strict minimum. Hein, voilà. Donc, toutes ces pertes, il faut les multiplier par 2. C'est pour ça que moi, je dis, puisque la Banque mondiale et l'autre banque à Washington, ils ont estimé 30 trilliards le vol global, moi, je dis, c'est donc 60 trilliards qui vous ont été volés, qui ont été volés au monde entier. Voilà.
C'est effrayant, c'est effrayant. Je suis estomaqué, je dis à tous ces banquiers là qui sont en train de dire à TV Liberté de partir, parce que je sais que c'est pas le directeur de l'agence, hein, mais je sais que ça vient d'en haut, hein, comme ils disent. Je suis désolé monsieur, ça vient d'en haut. Hein, Société Générale, bande de pourris. Voilà, Crédit Agricole, tous ces gens-là, enfin, sont à vomir, mais c'est même pas eux qui prennent les décisions. Si vous voulez, ça vient de très haut. Et n'oubliez pas, Macron est un banquier, donc lui, il n'a aucun intérêt à ce que tout ce qu'il y a dans ce livre se sache. Parce que il force les membres de son gouvernement à repousser la retraite, à ce que vous ayez moins de remboursement sur les médicaments, à ce que vos journées de chômage, au lieu d'avoir 1 an ou 1 an et demi, vous n'ayez que 6 mois, et bientôt que 3, un peu comme aux États-Unis. C'est ça, Macron. C'est un banquier, ne l'oubliez pas. Ils sont solidaires entre eux. Et si vous l'avez pas compris, vous conseillez, Pierre, et je vous remercie pour ça, vous conseillez une filmographie, une bibliographie à vos lecteurs pour aller enrichir tout ce que vous avez dit. Et moi, je leur conseille vraiment, là, je conseille aux spectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs, peu importe, d'aller regarder ces livres parce que là, ils vont prendre conscience, en fait, de ce que c'est qu'un banquier, de ce que c'est qu'un trader, de ce que c'est qu'un patron. Parce que là, on voit bien, d'ailleurs dans le film Margin Call, on a le fameux patron qui arrive par hélicoptère à un moment, oui. et qui dit au jeune trader qui lui dit « Parlez-moi comme à un gosse de 5 ans ». Parce que moi, si je suis arrivé... Un golden retriever. Parce que moi... exactement. Parlez-moi comme un espagnol breton. parce que si je suis arrivé là, c'est certainement pas pour mes compétences. Non, c'est parce qu'il voit le futur. Ça a à voir avec mon livre 888, hein, de voir le futur, la vision à distance. C'est la même chose, on est quand même dans le même domaine. D'ailleurs, il y a le Wall Street Journal avait fait, ou Fortune, c'est Fortune qui avait fait une enquête j'en ai parlé à l'époque, c'était il y a 8-10 ans. Qu'est-ce qui caractérise en fait les grands patrons des multinationales, etc., genre Coca-Cola, etc. Et en fait, ce qui les caractérise dans l'absolu, très souvent, alors ils ont interrogé les gens qui sont autour, leurs secrétaires, etc. Et en fait, c'est parce qu'ils arrivent à voir à sentir ce qui va se passer dans les mois, voire l'année d'après. C'est pas ce qui caractérise Marc Toiti. C'est pas ce qui caractérise tous les journalistes économiques, comme Nicolas Dose sur BFM, qui vous a raconté que des conneries en 2008 et 2009. Ces gens ils me donnent envie de vomir. Alain Minc, mais c'est un personnage, mais ce type devrait être jeté dans la Seine. Pour tout ce qu'il a raconté comme conneries aux chefs d'entreprise. Oh, c'est une crisounette, ça n'affectera que 300 000 personnes. Je ne sais pas si vous avez la page où je parle de Minc. Mais c'est juste après celle, c'est dans le chapitre de, si je me souviens bien, de Marc Toiti, c'est juste après, il me semble, hein, de mémoire. De mémoire. Hein. Ah oui, vous avez raison. Vraiment, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était 150, je crois. 149 le début de chapitre et 150 ensuite. Ouais, je le trouve pas. On va voir. Oui, on a vu. Alors, il y a Chapat qui nous a donné ses permissions. Alors, moi, je trouve que Chapat. Voilà. Regardez, Chapat est un homme absolument. C'est un dessinateur, c'est un artiste. C'est un peu comme Patrice Servage, vous voyez. Bon, Servage est un peintre. Mais Chapat, il nous a fait ça. Alors, j'ai l'image en grand. D'accord. Et il y a aussi une liste d'images que je vous envoie. Et il y a aussi une image que vous avez demandé aussi. Je me souviens sur les réseaux sociaux, vous aviez demandé qui était l'auteur. C'est celle de la page 276. C'est ça. Oui, je me souviens. En fait, c'est un dessin de Jim Sinclair. Et en fait, la raison pour laquelle je ne trouvais pas, c'est qu'il est passé de l'autre côté en 2023. Hein, il est décédé. Voilà. Et ça aussi, c'était annonciateur, les anges qui font monter le prix de l'or. Voilà, en 2008, on était à, je sais plus, 600 ou 700 $, l'once. Et là, on est à celle 3000, qui est juste derrière. Ouais. Et ça, c'est Gilles Selas qui m'a donné son dessin. C'est un artiste illustrateur américain de New York. George Selas. George Selas, pardon. Pour terminer, Pierre, est-ce que vous auriez Salut Alain Minc.
Je pense que mince, plutôt. je crois que vous l'avez fait. Ouais. Vous l'avez déjà fait. Pour terminer, Pierre, quel conseil vous pourriez donner aux spectateurs, à vos lecteurs, aux auditeurs, de manière, un conseil économique pour faire attention à l'avenir, à leur argent, à leur... Alors, c'est une excellente question parce que jusqu'à présent, très souvent, vous savez, dans les dédicaces, etc., je vois beaucoup de lecteurs et de lectrices, et ils me disent, je m'imagine que vous avez vécu la même chose, j'ai essayé d'informer mes parents, mais ils ont du mal, etc., ils ont du mal à y croire. Sauf que ce livre a changé la donne, figurez-vous. Parce que ce que j'ai vu, notamment là, la dernière dédicace, notamment à Paris, et ce que Marie me confirme, c'est-à-dire qu'effectivement, le livre circule, bien entendu. Et là, les gens qui n'y croyaient pas à tout ça, etc., là, d'un seul coup, c'est la révélation absolue. Là, ils se rendent compte qu'ils se sont fait vraiment avoir, en beauté. Voilà. Et à quel point TF1 et France 2 ont bien maquillé la scène, quoi. C'est effrayant. Donc, vous avez des gens autour de vous qui vous croient pas, ou etc. Voilà, ils vont le lire. Vous savez, même dès les premières pages, déjà, ça part comme un James Bond. Parce que c'est un James Bond, en fait, dans l'absolu. C'est un James Bond. Hein, n'oubliez pas, James Bond, c'est très apocalyptique, hein, n'oubliez pas. Ian Fleming était, d'abord, il adorait le livre de l'Apocalypse de Jean. Déjà, bon, faut le savoir. Fleming, la construction d'un James Bond, d'un film de James Bond, c'est apocalyptique. C'est-à-dire, vous avez le méchant qui veut prendre le contrôle du monde. Toujours, alors avec un vaccin, il veut prendre le contrôle de l'eau, il veut prendre le contrôle de l'or, enfin, c'est toujours des matières premières. Matières premières, Blight Masters, c'était la grande patronne des matières premières, la JP Morgan. Oui, c'était un espion, hein, à la base, Ian Fleming. Et tout se termine, si vous voulez, d'une manière apocalyptique, où finalement on trouve le méchant qui est toujours caché sous un volcan, derrière dans une jungle, sous terre, dans une mine, enfin ils ont toujours des endroits extraordinaires, et James Bond va les débusquer, et c'est un passage de l'Apocalypse de Jean où le diable est jeté définitivement pour 1000 ans, je sais plus, dans un gouffre sans fond de mémoire, pour mettre l'extrait. Vous voyez, James Bond, c'est ça, c'est l'Apocalypse de Jean revisité par un Ian Fleming c'est pour ça que ça plaît, c'est pour ça que ça parle autant, parce que c'est des images qu'on a entendues à l'église pendant les messes, etc., mais personne n'a fait le rapprochement, si vous voulez. C'est un peu comme le magicien d'Oz, hein, avec le standard or et le standard argent, hein, voilà, c'est le Oz, c'est once en anglais, hein, voilà. C'est ça qui est intéressant. On revient toujours aux matières premières, à l'or et à l'argent, et là, dans ce livre, on l'a vu. Et n'oubliez pas, tout ça, ça a commencé à Los Angeles, la ville des anges, et ça a explosé le jour de la fête des anges. Et c'était très apocalyptique, parce que, regardez bien, et ça termine, si je puis dire, en beauté. C'est un message à l'ambassade d'Israël, et à tous les génocidaires là, du CRIF et compagnie. Ce qui s'est passé le 29... Oups. Ce qui s'est passé le 29 septembre... Vous pouvez le remettre. Hein. Oui, non, mais... Alors, je ne sais pas si tu vas avoir la même qualité de son, c'est ça, pour nous. Voilà. Ce qui s'est passé le 29 septembre, quand ça a explosé, avec le moins 777, j'essaie de retrouver parce que... Ah, vous savez quoi? À l'époque, le lendemain du 29 septembre, et toute la semaine, j'ai eu un nombre incalculable de gens qui m'ont insulté par mail en disant « ça n'a jamais fait moins 777,7 ». Que j'étais un menteur, etc. Déjà à l'époque, oui, je repense à ça. Là, un clin d'œil à Boutry, hein, espèce de crétin. Merci, t'as remis une machine dans le jukebox, hein, n'hésite pas. Voilà, là on a le 777. Ah non, pardon, c'est pas celui-là. C'est là. Mais on pourra mettre aussi des images du livre 777, puisqu'il y a plusieurs images à l'intérieur. Oui, tout à fait. Il y a surtout la une du Daily News. Voilà, je l'ai. La une du Daily News, la fameuse une du Daily News. Et étonnant, Wall Street Journal
Financial Times, ils n'ont pas osé, parce que c'était trop apocalyptique. Ça faisait trop appel à quelque chose de... Vous me suivez? N'oubliez pas que Valéry Giscard d'Estaing, celui qui est l'architecte de l'euro, il voulait que la valeur de l'euro soit 6,66. À l'époque, il voulait pas que ça s'appelle l'euro. Ça s'appelait l'ECU, ECU, European Currency Unit, 6,66. Et on dit, bon là, t'exagères un peu. Puis, on y était presque là avec l'âge de la retraite avec Bérou qui a dit 66,6 ou 7 et le numéro, bien sûr, l'alerte canicule. Voilà. Le 0800. On va chercher son jet ski là, c'est matriculé 666, c'est drôle. Et puis c'est en gros dans Paris Match, pour que tout le monde le voit. Donc maintenant il ne se cache plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le 29 septembre, c'était la fête des anges. Et ce qui s'est affiché, c'est moins 777,7. Et c'est une référence directe et inversée au livre de Josué, où 7 rabbins doivent faire 7 fois le tour, en soufflant 7 fois, 7 fois dans la trompette, pendant 7 jours, etc., pour que finalement le mur s'effondre, le mur de Jéricho. Après quoi, ils ont la permission de leur dieu sanguinaire juif, précisons-le, le Yahvé, le fameux Yahvé, qu'on salue, de massacrer femmes, animaux et enfants. Bon, les hommes, n'en parlons pas, ils ont permission de les découper en tranches et d'en faire des barbecues. Voilà. Eh bien, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le moins 777 qui s'est affiché, c'est une réponse des anges de la dimension chrétienne, une réponse directe à... Alors là, on est dans une autre dimension, mais je sais que Kate, vous êtes appréciée pour ça, et tous vos lecteurs... Et vous savez que j'aime ces sujets-là, en plus. Ces sujets-là. Vous voyez, donc, à celui qui a des oreilles, qui veut entendre, comme disait quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, si vous n'avez pas compris le message, c'est que non seulement tout le système va s'effondrer, à un moment donné ou à un autre, ils ont beau imprimer des trilliards, ça ne suffit pas, bien sûr, mais en plus, tout le reste va suivre. Et si on applique le 777, effectivement, là, pour le coup, c'est Israël qui va s'effondrer. C'est très intéressant. Mais là, on est sur un autre... pour ceux qui veulent... je vous invite à lire le livre de Josué de l'Ancien Testament. Voilà. Et aussi votre livre 777 où tout est expliqué. On avait fait d'ailleurs... C'est signé. Wall Street, Wall, c'est le mur, Street, c'est la rue. Et c'est quoi le mur de Jéricho? C'est la même chose. C'est une réponse inverse. Et c'est pas par hasard que cela s'est passé le 29 septembre, fête de la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, et exceptionnellement, rarement, c'était aussi la nouvelle année juive, ce jour-là. Donc, vous voyez, c'est signé. En statistique, pour que tout ça soit réuni, c'est une chance sur 3 milliards ou 4 milliards. Donc, à ce niveau-là, c'est une signature cosmique, quoi. Vous me suivez? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez discuter avec votre ange gardien. Votre ange gardien voit loin, il est capable d'organiser des trucs comme ça. Une signature à moins 777,7, ça pouvait passer. Moi, quand j'étais devant la télé, je l'ai vu. Je n'en revenais pas. C'est comme ça, je me dis. Et vous savez, il y a un seul livre. Vous prenez toutes les bibliothèques du monde. Toutes. Vous les réunissez, il n'y a qu'un seul livre. Un seul. Qui repose sur une série de 7, de 77, de 777, de 7777, etc. C'est l'Apocalypse de Jean. Voilà. Et l'Apocalypse de Jean vous dit Israël disparaîtra, il en restera peut-être 144 000 de ceux qui ne se sont pas prostitués, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est sur cette note, à la fois mystique, prophétique, comme vous voulez, qu'on va se quitter, qu'on va finir cet entretien. Je vous remercie Pierre. Beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. Je vous remercie pour ce bel échange et j'espère que ça fera réfléchir plus d'un de nos spectateurs. Je les invite effectivement à prendre leurs précautions parce que à un moment donné, de toute façon, on voit bien. J'ai toujours dit, et vous êtes témoin, on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises, toute utilisation de fausses monnaies à échelle nucléaire déclenche des guerres. Et là, on en a eu 2 en l'espace de... voilà.
Mais c'est certainement pas fini. C'est certainement pas fini. Voilà, donc rendez-vous à nos signatures, à nos rencontres. D'ailleurs, dans beaucoup de mes dédicaces, les lecteurs et les lectrices surtout, vous embrassent et vous remercient pour vos émissions, pour vos... comment vous appelez ça déjà les rendez-vous de Kate. Oui, non, c'est pas les rendez-vous. Les capsules. Les capsules, voilà. C'est les capsules. Oui, les capsules, parce que moi je voyais les capsules dans l'espace, quoi. Mais vous êtes un peu perché, c'est normal. Merci, merci. Je prends ça pour un compliment. Écoutez, voilà. Et en plus, Gemma Galgani est juste là, elle me regarde depuis tout à l'heure. Donc, vous voyez, moi, je l'avoue, je suis un peu perché. Et c'est une nécessité. Vous savez, tous les grands, tous les ceux qui ont inventé le téléphone, ceux qui ont inventé les ordinateurs, les logiciels, ils étaient tous perchés. Il faut être perché pour à un moment donné inventer ou trouver quelque chose de nouveau. Et oui, et pour avancer encore plus loin. Vous avez bien vu ma complicité avec Iris d'ailleurs. Bah oui, hein, elle est là. Iris, viens ma puce. Viens ma puce. Merci Pierre, merci à Iris. Et puis on se retrouve très bientôt. Et puis je vais quand même le dire, vous pouvez aussi, chers spectateurs, me retrouver sur ma nouvelle chaîne, Kate TV. Absolument. Voilà, pour d'autres émissions. Et puis pour les rendez-vous de Kate, pour l'instant, il y a les rediffusions cet été. Puis on enchaînera sur les nouveaux numéros avec vous, mon cher Pierre. Tiens, on va faire un... Iris, viens dire bonjour. Elle vient ma puce. Allez, viens. Et oui, parce qu'elle était cachée. Elle était cachée. Viens dire bonjour. Voilà. Alors, ça ronronne. Hein. Attends, je vais mettre le micro. Parce qu'il faut le dire, elle a fait la sieste juste à côté quand même. Pendant toute l'émission, elle était là, tranquille. Attends, on va entendre le ronronnement en direct. Non, ça se mange pas, ma puce. Voilà, merci Kate, merci à vous toutes et toutes. Merci. Et je vous retrouve dans les signatures. Il faudrait que vous veniez avec moi en signature. Écoutez, le prochain livre qui va sortir. Donc ça sera... vous faites l'annonce, ça y est. Vous faites une annonce, vous faites l'annonce fracassante. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, vous avez raison, allez-y, allons-y. Délivrons-le. Vous viendrez en dédicace avec moi, c'est sympa. Avec grand plaisir, effectivement. Voilà. Il est annoncé pour la rentrée, c'est fini. Voilà. Merci Pierre. Merci à vous Kate. Merci à vous. Merci infiniment, à bientôt, à très vite.